Bonjour, bienvenue à cette introduction au calcul numérique de primes bayésiennes avec Stan. Évidemment, quand je parle de primes bayésiennes, c'est que la présentation que je vais vous faire ici de Stan, c'est dans un cadre de théorie de la crédibilité, donc où on veut utiliser Stan d'abord et avant tout pour effectuer des calculs de primes bayésiennes, donc d'espérance a posteriori. Mais vous devez quand même savoir que l'outil n'a pas été développé spécifiquement pour faire ce genre de calcul et qu'en fait, c'est un outil à portée beaucoup plus générale que ce que l'on va faire dans le cadre de la théorie de la crédibilité. D'ailleurs, dans les exercices qui sont fournis avec la formation, vous allez être appelé à faire des calculs autres que des calculs de primes bayésiennes, mais l'idée reste sensiblement la même. Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est quoi Stan? Stan, c'est une plateforme de modélisation et de calcul statistique haute performance qui est programmée en C++. Donc, en fait, c'est une bibliothèque logicielle autonome et pour laquelle les concepteurs n'ont pas fourni réellement d'interface. L'idée, c'est de la rendre disponible et que d'autres systèmes autour qui veulent utiliser Stan pour effectuer du calcul fournissent les interfaces. Et évidemment, il y a une interface qui existe dans R et elle est fournie par le pactage RStan. Donc, autrement dit, quand vous allez utiliser Stan depuis R, il va y avoir deux couches logicielles différentes à utiliser, soit celle du pactage RStan qu'on utilise depuis R, mais également de prévoir qu'on va devoir appeler le système Stan qui utilise une syntaxe qui est un petit peu différente de R. Donc, des interfaces pour Stan, il y en a pour une pléthore de langages de programmation et d'outils, que ce soit du Python, du Java, du C, etc. Il y a toutes sortes de manières différentes d'utiliser la plateforme Stan. Alors, le contexte est le suivant. En théorie de la crédibilité, vous savez que si on a, par exemple, des sinistres qui ont une distribution binomiale ou Bernoulli, c'est un peu la même chose, et qu'il y a un paramètre, le paramètre de cette binomiale qu'on appelle le paramètre de risque, et que ce paramètre-là est distribué selon une distribution bêta, la prime bayésienne, c'est-à-dire l'espérance de la prime de risque calculée à partir de la distribution a posteriori de θ, on est capable de faire ce calcul-là de manière explicite parce que la distribution a posteriori de θ, c'est encore une distribution bêta, comme la distribution a priori. Et donc, on a une prime bayésienne explicite qui est relativement simple à calculer dans ce genre de cas-là. Seulement, vous savez qu'il y a juste essentiellement 5 grands cas où ça fonctionne, qu'on est capable de faire le calcul de la prime bayésienne de manière explicite parce qu'elle est simple à calculer. Imaginez que si le modèle dont on avait besoin, qui correspondrait vraiment à la meilleure modélisation que l'on pourrait faire pour une situation donnée, ce soit ce genre de choses-là. Et ici, donc, vous voyez, je dis les sinistres ont une distribution poisson, mais le paramètre de cette distribution poisson-là n'a pas une distribution gamma dans laquelle c'est facile de faire le calcul, mais plutôt une distribution log normale. Et qu'en plus, les paramètres de la log normale sont eux-mêmes considérés inconnus et que le paramètre mu de la log normale aurait une distribution gamma et que le paramètre sigma de la distribution log normale aurait une distribution uniforme, par exemple. Et ici, je ne dis absolument pas que ce modèle est raisonnable de quelque manière que ce soit, c'est juste pour rendre ça un petit peu compliqué. Vous pouvez facilement imaginer que dans un tel mélange de distributions, calculer la distribution a posteriori de θ étant donné des valeurs des montants de sinistre S1 jusqu'à Sn, disons, que ce calcul-là serait impossible à réaliser de manière explicite. Alors, il y a une prime bayésienne qui existe pour un modèle comme ça, mais on n'est pas capable de la calculer explicitement. Et supposons que c'est ça le modèle qu'on veut utiliser. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Vous pouvez imaginer que si on avait un échantillon aléatoire de la distribution a posteriori, donc des observations, si on veut, de la distribution a posteriori, on pourrait faire le calcul de la prime bayésienne de manière empirique plutôt que théorique, c'est-à-dire qu'on pourrait estimer notre prime bayésienne à partir des observations que l'on a de notre distribution a posteriori. Alors, c'est là où Stan vient jouer un rôle, c'est que ça va nous permettre de générer des observations de notre distribution a posteriori. Et comment est-ce que ça va se faire? À l'aide d'une technique qu'on appelle les méthodes MCMC ou Markov Chains Monte Carlo. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs algorithmes de type MCMC.
Et l'idée de ces algorithmes-là, MCMC, c'est qu'ils permettent de tirer un échantillon aléatoire d'une distribution a posteriori sans pour autant connaître la distribution a posteriori. Alors là, ça peut sembler un petit peu magique de tirer un échantillon aléatoire d'une distribution sans connaître la distribution. Mais pourtant, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Repensez à la méthode d'acceptation-rejet. C'est exactement ce que l'on fait dans la méthode d'acceptation-rejet. On dit qu'on a une distribution de laquelle on veut générer des observations. Ici, ce serait la distribution en blanc dans mon image, qui est une simple bêta pour laquelle c'est simple ici de faire le calcul, de générer un échantillon aléatoire d'une distribution bêta, autrement que par la méthode d'acceptation-rejet. Mais bon, oubliez ça un instant. Donc, l'idée, c'est que je souhaite générer un échantillon aléatoire d'une distribution pour laquelle c'est compliqué de générer un échantillon, et je le génère d'une autre distribution, et je fais un certain traitement qui consiste, dans la méthode d'acceptation-rejet, à conserver certaines valeurs et à en rejeter d'autres. Ici, je conserve les points qui seraient en blanc et je rejette les points qui sont en orange. Et je dis à la fin que mon échantillon aléatoire provient de la distribution de laquelle j'étais incapable de simuler par ailleurs. Donc, générer un échantillon aléatoire d'une distribution sans être capable de générer de cette distribution-là, mais en l'ayant tiré d'une autre distribution. C'est un peu la même idée avec les méthodes MCMC. Mais regardez là où on pourrait faire un petit raffinement sur la méthode d'acceptation-rejet. Supposons que j'ai pris un point dans le voisinage ici, là, autour du mode de la distribution. Je viens de tirer une observation. J'utilise mon algorithme d'acceptation-rejet pour savoir si je devrais accepter ou rejeter la valeur, et je l'accepte. On pourrait se dire que ça serait peut-être une bonne idée pour la prochaine observation de la régénérer dans le même voisinage que celle que je viens de conserver. Parce que si je l'ai conservée, c'est qu'il y a des bonnes chances que ce soit une bonne observation. À l'inverse, si je viens de générer une observation en orange qui serait dans cette zone ici, je prends l'observation, je regarde, je la rejette, je pourrais me dire que si je génère de nouveau dans la même région, il y a peut-être plus de chances que je rejette mon observation. Donc, je serais mieux de changer de voisinage pour générer ma prochaine observation. N'est-ce pas? Ça semble raisonnable. Pourtant, c'est quelque chose qu'on ne fait pas avec la méthode d'acceptation-rejet. À chaque fois, on recommence la génération des observations sans regarder l'observation que l'on vient de générer et de se demander si on l'a conservée ou rejetée. Alors ça, c'est un des raffinements qu'apportent les méthodes MCMC. C'est de rendre une nouvelle simulation dépendante de la valeur précédente. Donc, de se dire que l'observation que je viens de simuler, elle pourrait peut-être me donner de l'information sur la prochaine. Et ça, ce genre de mécanisme-là où la valeur d'une variable aléatoire dépend de sa valeur précédente, vous connaissez ça, c'est une chaîne de Markov. Et donc, la technique MCMC repose sur un concept de chaîne de Markov pour conserver de l'information d'une fois à une autre lorsqu'on simule des observations. L'autre technique, ou l'autre idée des techniques MCMC, en fait, c'est de se dire que l'on va générer des observations d'une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire va être celle de la loi dont on veut simuler. Donc, loi que l'on ne connaît pas, mais on va être capable d'établir par des arguments mathématiques que si on sélectionne, on sélectionne notre chaîne d'une certaine façon, sa distribution stationnaire va nécessairement être celle de la distribution a posteriori. Comme on parle de stationnarité de la chaîne, ça implique qu'il y a une partie de la chaîne qu'on va devoir considérer comme être de la période d'échauffement où on n'a pas encore atteint la stationnarité. Donc, autrement dit, dans les techniques MCMC, on va générer une certaine quantité d'observations et on va jeter les premières sous prétexte que la stationnarité n'aurait pas nécessairement encore été atteinte. Donc ça, ce sont les deux grandes idées. Je n'entre absolument pas dans les considérations mathématiques et dans les démonstrations de tout ça. C'est pas du matériel véritablement, c'est pas très simple et je ne crois pas que ça constitue du matériel de niveau premier cycle universitaire. Mais vous avez au moins les idées générales, puis vous pouvez vous dire, OK, probablement que cette technique-là, elle fonctionne. Alors, vous avez ici un exemple justement d'une chaîne qui a été simulée
et pour laquelle on considère que la portion qui est ici était considérée comme la période d'échauffement de la chaîne avant que l'on ait véritablement atteint la stationnarité et que dans la deuxième partie de la chaîne ici, on aurait atteint la stationnarité de la chaîne et donc que ces observations ici pourraient être considérées valides, mais celles de la période d'échauffement, on va simplement les jeter à la poubelle. Donc, c'est important que vous compreniez un petit peu cette idée-là parce que vous allez voir dans l'exécution de Stan ce concept de période d'échauffement qui se déroule. L'autre élément que vous devez savoir, qui est utile de savoir pour utiliser Stan, c'est que plutôt, si je veux un certain nombre d'observations de ma distribution a posteriori, bien, dans Stan, plutôt que de générer une grande chaîne, pour laquelle il pourrait être difficile d'établir si on avait atteint véritablement la stationnarité, bien, ce que Stan fait, c'est qu'il génère d'emblée plusieurs chaînes. En fait, par défaut, il génère 4 chaînes différentes en parallèle. Et ce faisant, ça permet de vérifier, en comparant les chaînes entre elles, de voir si la stationnarité, elle est atteinte dans chacune de ces chaînes-là. L'idée étant que à l'aide de tests statistiques entre les chaînes, je pourrais dire « Ah, OK, certaines conditions sont respectées et donc, fort probablement que j'ai atteint la stationnarité dans chacune de ces chaînes. » Donc, ce que l'on vise, dans le fond, avec Stan, c'est à générer plusieurs chaînes qui devraient bien se mélanger, comme on le voit dans le graphique ici. Bien, alors voilà pour les principes généraux. Comment est-ce qu'on va utiliser Stan? Donc, qu'est-ce que ça va nous prendre pour utiliser Stan? Bien, d'abord, ça va nous prendre un script R parce que nous, on a bien dit que notre interface pour Stan, ce serait via R. Donc, ça va nous prendre un script R dans lequel on va faire quoi? Dans lequel on va préparer les données, puis on va faire l'analyse a posteriori aussi. Donc, on va préparer nos données et on va faire l'analyse des résultats. Mais entre les deux, on aura confié à Stan le fait de nous simuler des observations de notre distribution a posteriori. Et donc, on va devoir lancer Stan directement depuis R à l'aide de la fonction Stan du pactage RStan. Et les principaux arguments de la fonction Stan, bien, ce sont, ici j'en ai inscrit 3, mais ce sont les 2 premiers qui sont particulièrement importants. Le premier, c'est un nom de fichier, j'y reviens dans un instant, et le deuxième, ce sont les données, donc que l'on va préparer dans R et qu'on va passer à Stan pour faire les calculs. Le fichier, ça va être quoi? Ça va être un fichier qui contient le programme Stan, donc qui va être dans un langage différent de R, donc qui va être dans le langage de Stan. Et on pourrait organiser les choses un petit peu différemment, là, mais le plus simple, c'est vraiment de se dire que on prend notre programme Stan, on le met dans un fichier à part et on dit à la fonction Stan d'aller chercher le programme dans ce fichier. Donc voilà pour l'interface principale. Donc du côté de R, il n'y a pas grand-chose à savoir. La préparation des données, l'analyse des résultats, c'est avec du code R tout à fait normal et essentiellement ce que vous devez savoir faire depuis R pour appeler Stan, ben, c'est d'appeler la fonction RStan comme c'est fait ici. Le plus gros du travail se trouve plutôt dans la conception d'un programme Stan. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, il y a un nouveau langage à apprendre. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, voici un exemple de programme Stan, évidemment très simple. C'est pour le cas binomial bêta dont j'ai parlé en introduction. Vous allez me dire, ça ne sert à rien de faire le cas binomial bêta avec Stan parce que on connaît les résultats, on est capable de faire les calculs explicitement. C'est vrai, mais pourquoi je vous présente ce cas-là? Bien, parce que ça vous donne une base solide sur laquelle vous vous dites, OK, là, je suis en terrain connu, donc relativement facile de suivre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et ça permet également, puis on va le voir dans un instant, de comparer les résultats théoriques aux résultats empiriques, de voir, OK, la technique, elle fonctionne. Alors, un programme Stan, ça comporte un certain nombre de blocs, mais 3 blocs particulièrement importants et incontournables. Donc, les blocs Data, Parameters et Model. Alors, le premier bloc, Data, ça définit les données, les variables qu'on va utiliser à l'intérieur de notre programme. Et là, il faut faire attention. La syntaxe, elle est inspirée du C++ et c'est des choses un petit peu différentes de R, bien que ça ressemble quand même pas mal. Vous voyez l'utilisation des accolades et ce genre de choses-là. Il y a certains éléments que vous devez, par contre, ne pas oublier et avec lesquels vous n'êtes pas nécessairement habitué dans R.
notamment le fait que vous devez prévoir des points-virgules à la fin des lignes. Quelque chose qu'on ne fait pas dans R. C'est extrêmement important dans le programme Stan de toujours prévoir des points-virgules à la fin des lignes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme données? En fait, on a deux variables qu'on définit. La première, n majuscule. Non, je recommence. On a deux variables, n majuscule et y. Et dans Stan, ce qui est important, c'est il faut déclarer nos variables avant de les utiliser et il faut également donner le type de ces variables-là. Alors ici, dans cet exemple, n, c'est une taille, c'est un nombre de données que l'on a et donc ça doit être simplement un entier. Le int, ici, au début de la ligne, c'est ce que ça définit. Donc un integer en anglais, int pour entier. Et il est également permis de fournir des intervalles de validité de notre argument. Ici, n doit être un entier strictement positif. Alors, c'est pour ça qu'on a spécifié entre signes plus petits et plus grands. Lower est égal à 0, pour dire qu'on a un entier strictement positif. Notre deuxième variable, ici, y. Donc, comme j'ai écrit y crochet n, ça, ce que ça définit implicitement, c'est un vecteur de longueur n. Okay? Donc, deux quantités ici dans mon programme. N, la quantité d'observations que j'ai obtenues d'observations passées, et Y, qui est le vecteur de ces observations-là, donc de longueur N. Donc, ici, rien de très compliqué. Le deuxième bloc qui est important, c'est celui qui définit les paramètres de notre modèle. Donc, quand vous écrivez votre modèle de matière mathématique, vous avez un certain nombre de paramètres que vous considérez inconnus. Dans le modèle binomial bêta, c'est le paramètre θ de la binomiale qui est considéré inconnu. Dans l'autre modèle que je vous ai présenté, le modèle plus compliqué que je vous ai présenté tout à l'heure, il y avait plusieurs paramètres inconnus. Il y avait θ, mu, sigma. Donc, dans le bloc Parameters, ici, c'est là où on définit les paramètres inconnus de notre modèle. Et encore là, il faut définir le type de ces valeurs-là et un intervalle de validité si nécessaire. Alors, ici, mon paramètre θ d'une loi binomiale, c'est un nombre réel strictement positif. Alors, c'est pour ça que j'ai défini donc real avec une borne inférieure de 0. Et ensuite, le troisième bloc, c'est le modèle probabiliste que l'on veut utiliser et duquel on veut simuler. Alors, vous voyez ici que la syntaxe, elle est extrêmement similaire à l'écriture mathématique que l'on ferait. Donc, je vous rappelle, on est dans un cas ici binomial bêta. Bien, regardez, je dis que le paramètre θ suit une loi bêta. Et ici, j'ai choisi mes paramètres de la loi bêta, 2 et 4. Et y, mes observations, proviennent d'une distribution binomiale de paramètres n qui est égale à 10. Ici, c'est des valeurs que je ne vous avais pas présentées auparavant, le 10, le 2 et le 4. Vous devez les prendre ici pour acquises dans cet exemple. Et le paramètre θ, donc, qui est inconnu dans ma distribution binomiale. Alors voilà, on a notre modèle, on laisse rouler Stan, et qu'est-ce que Stan va faire automatiquement, sans qu'on ait rien d'autre à demander? C'est qu'il va me générer un échantillon aléatoire de la distribution a posteriori, étant donné les observations que je lui aurai passées en données. Donc, un échantillon aléatoire de la distribution a posteriori de mon paramètre θ. Donc, ça ne calculera pas automatiquement la prime bayésienne, mais ça va me donner des valeurs avec lesquelles je suis capable de calculer ma prime bayésienne. Okay? Alors, regardons comment tout ça se ferait en pratique. Alors, vous avez ici, là, c'est dans ma fenêtre de GNU Emacs, donc qui est l'éditeur que vous savez probablement que j'utilise pour travailler avec R. Donc, plutôt que de vous montrer une fenêtre de RStudio, c'est Emacs. Donc, vous avez dans la fenêtre du haut, la portion du haut, mon script R, dans la portion du bas, la console R dans laquelle on affiche les résultats. Alors, si on regarde qu'est-ce qu'on a ici, bien, dans la portion ici en haut, le premier bloc, bien, je fais simplement charger le pactage RStan et placer certaines options de configuration en place. En fait, ces options de configuration-là, ce sont celles qui sont recommandées lorsque l'on charge RStan. Il nous recommande d'utiliser ces options-là. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, sans nécessairement, bien franchement, comprendre spécifiquement de quoi tout cela retourne. Alors, cette portion-là est assez simple. Par la suite, donc, on tombe dans le bloc où on va faire notre modélisation. C'est-à-dire, je vais préparer mes données.
je suppose ici que j'ai obtenu des observations de mon mélange binomial bêta, donc j'ai mes observations historiques. J'ai obtenu 7 observations dans mon modèle, 6, 5, 8, 7, 6 et 8. Et je suis maintenant intéressé à calculer la prime bayésienne, donc l'espérance a posteriori de ma prime de risque, étant donné ces 7 observations-là. Donc, c'est ça que je voudrais faire. Oui, on est capable de le faire de manière théorique, mais je veux le faire de manière empirique avec Stan. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, j'ai conçu un petit programme Stan. Exemple, binomial beta.stan, j'ai mis mon programme dans ce fichier. C'est le programme que je vous ai montré précédemment. Okay? Donc, je ne vous le remontre pas ici. Et donc, j'appelle la fonction Stan. Et je spécifie donc le nom du fichier de script, ainsi que les données. C'est quoi les données que j'ai à transmettre à Stan? Bien, c'est la valeur de n majuscule, grand N, que j'avais défini dans mon programme Stan, qui est le nombre d'observations, donc la longueur de Y, et ensuite les observations elles-mêmes. Et dans Stan, j'ai appelé le vecteur des observations Y, et il s'avère que dans R, j'ai appelé mon vecteur d'observation Y également, ce qui n'est absolument pas nécessaire, mais ici, j'ai utilisé le même nom des deux côtés, donc du côté de R, du côté de Stan. Donc, je passe que la variable Y pour Stan, je vais lui donner les valeurs qui se trouvent dans mon vecteur Y dans R. Et donc, il s'agit d'exécuter ça et de laisser rouler. Alors, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Donc, si je vais ici et que j'exécute mes lignes, donc mon pactage est chargé, je définis mon objet Y, et maintenant, je lance Stan. Vous voyez, ici, le résultat est apparu extrêmement rapidement. En fait, c'est parce qu'on a un modèle extrêmement simple avec très, très peu de données. Donc, le calcul s'est fait de manière à peu près automatique. Mais vous devez savoir que, de manière générale, ça peut prendre un certain temps avant d'obtenir vos résultats avec Stan. Vous voyez ici là, que ça parle de la chaîne 3, de la chaîne 4. Si je remontais un petit peu, on nous parlerait également de la chaîne 2, de la chaîne 1. Donc, vous voyez les 4 chaînes dont je vous avais parlé précédemment. On les voit ici dans les résultats de Stan. Et donc, le résultat de Stan, j'ai mis ça dans un objet qui s'appelle fit. Si je regarde ce qu'il y a dans fit, on va me fournir un résumé un petit peu de ce qu'on a obtenu. Et vous voyez qu'on me donne des informations, entre autres, sur mon paramètre θ. Donc, le paramètre duquel j'ai tiré un échantillon aléatoire de la distribution a posteriori. Donc, vous voyez, on me donne une valeur moyenne de θ, de 0,66, l'écart type, etc. Et la seconde quantité que l'on voit ici, là, le LP souligné, ça, c'est la log vraisemblance qu'on nous fournit. Quand là, dans notre contexte de théorie de la crédibilité, ce n'est pas quelque chose qui nous importe, ce genre de quantité-là. Mais je le mentionne au passage. Alors voilà, on me donne un certain nombre d'informations. Puis l'idée maintenant, c'est d'utiliser les résultats qui sont inclus à l'intérieur de cet objet-là pour faire nos calculs. Alors, une façon simple, il y a une fonction qui s'appelle extract qui permet déjà d'extraire un certain nombre d'informations. En fait, ça va aller me extraire automatiquement de l'objet parce que l'objet fit contient plein de choses. Et moi, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est l'échantillon aléatoire des valeurs de θ. Alors, avec extract, je peux extraire ces éléments-là. Vous voyez que mon objet qui s'appelle ici fit.ss, en fait, c'est une liste qui contient 2 éléments. Mes valeurs de θ et les valeurs de la log vraisemblance. Eux, je vais les laisser tomber dans un instant. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les valeurs de θ. Alors, c'est ce que je fais ici. Je vais extraire de mon objet l'élément qui s'appelle θ. Ça, c'est mon échantillon aléatoire des valeurs de θ. Vous remarquerez que j'ai donc un échantillon aléatoire de taille 4000 de ma distribution a posteriori de θ. Et donc, avec ça, je suis capable de faire des calculs. C'est quoi le genre de calcul que l'on voudrait faire ici? Bien, en fait, ce qu'on va regarder ici dans ce petit exemple très simple, c'est qu'on va simplement comparer les valeurs théoriques qu'on est capable de calculer explicitement aux valeurs empiriques qu'on va calculer à partir de notre échantillon aléatoire. Donc, je redéfinis ici mes paramètres que j'avais, donc le 2 et le 4 de ma distribution bêta, le n qui était le paramètre de la distribution binomiale, le n minuscule,
Je sais que mes paramètres, mes valeurs de A et de B, a posteriori, je suis capable de les calculer. Donc, la nouvelle valeur du paramètre A, donc de ma distribution a posteriori, qui est toujours bêta, c'est A plus la somme des observations. Et la nouvelle valeur du paramètre B, c'est B plus N, donc le nombre d'observations, fois le paramètre N de la binomiale, moins la somme des observations. Donc ça, ce sont les paramètres de ma distribution a posteriori. Et on sait donc que la moyenne théorique, j'ai une distribution a posteriori qui est bêta. La moyenne d'une bêta, c'est le premier paramètre divisé par la somme des deux paramètres. Donc, la moyenne théorique de ma distribution bêta a posteriori, c'est ce que j'ai appelé ici AT puis BT, c'est pas A tilde et B tilde. Donc, c'est, voyez ici, 0.657. Ça serait ma valeur théorique de ma distribution a posteriori. Eh bien, comparons donc avec la moyenne de l'échantillon de la variable aléatoire θ, donc qui serait la variable aléatoire θ a posteriori. Donc, si je calcule la moyenne empirique de mes observations, bien, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes valeurs. Donc, il semble bien que ça fonctionne, ce système-là. Comparons également les quantiles empiriques et les quantiles théoriques de ma quantile théorique de ma distribution a posteriori, que je peux calculer avec la fonction Q bêta, et les quantiles empiriques que je calcule avec la fonction quantile. Bien, si vous comparez les quatre valeurs, vous allez voir qu'elles sont également très proches. Donc, autrement dit, mon échantillon aléatoire semble bel et bien provenir de la distribution a posteriori. Donc, une fois que j'ai ça, puis que je suis convaincu que mon échantillon aléatoire de θ correspond à la distribution a posteriori, bien, je suis capable de faire des calculs à partir de ça. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement comme calcul, c'est la prime bayésienne dans notre contexte. Et c'est quoi la prime bayésienne? Ben, c'est n fois l'espérance, c'est n fois θ. OK? Ou n fois l'espérance de θ, pardon, a priori pour la prime collective, a posteriori pour la prime bayésienne. Alors, voici, je peux comparer la quantité théorique qu'on est capable de faire explicitement. Donc, ça, c'est la quantité que je vous ai présentée dans les premières diapositives. Et si je le calcule maintenant à partir de des valeurs empiriques, j'obtiens à peu près la même valeur. Donc, vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé une prime bayésienne de manière empirique à partir d'un échantillon aléatoire qui provient de la distribution a posteriori. Ici, c'est sûr que c'est un cas où j'aurais été capable de faire le calcul explicite, mais imaginez un cas où on n'est pas capable de faire le calcul explicite. On pourrait faire exactement les mêmes genres de choses. Et donc, faire nos calculs de prime bayésienne à partir d'un échantillon aléatoire qui proviendrait d'une distribution pour laquelle on est incapable de calculer cette distribution a posteriori. Donc voilà, vous avez l'essentiel, c'est ce qu'il faut connaître en fait de l'utilisation de Stan. Le reste, c'est pas si compliqué que ça. Et je vous encourage d'ailleurs à cet effet à continuer à vous entraîner avec les exercices additionnels qui se trouvent, donc qui sont livrés avec le matériel pédagogique de la formation. Et dans ces exercices, ben, vous avez les solutions complètes. Donc, les énoncés sont parfois un petit peu alambiqués, peut-être, mais vous allez voir que finalement, la programmation Stan, c'est rien de très, très, très compliqué à faire pour ce qui nous intéresse dans le cadre du cours. Alors voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile, puis je vous encourage vraiment très, très, très fortement à utiliser cet outil assez simple une fois qu'on a compris les quelques concepts de base et qui peut vous être vraiment utile, notamment et surtout dans le cadre du travail pratique. Merci tout le monde.